Bonsoir encore. Donc, les structures de contrôle au niveau de cette séquence 2. Qu'est-ce qui est dit par rapport à cette définition de structure de contrôle? Ils définissent la suite dans laquelle les instructions sont effectuées. Donc, dans cette séquence, qu'est-ce qu'on va apprendre? Nous allons apprendre le contrôle des flux, des instructions. En effet, un programme n'est qu'une simple suite d'instructions, n'est-ce pas, qui vont se dérouler donc de façon linéaire les unes après les autres, n'est-ce pas, et chaque instruction se déroule au moins une fois, n'est-ce pas. Et le deuxième point donc de cette partie parlera de la structure de test. Donc, ces instructions permettent de conditionner l'exécution d'instructions à la valeur de vérité d'une expression. C'est-à-dire, donc, il faut que l'expression soit évaluée à vrai. Si l'expression qui est en booléen donne comme résultat vrai, ça veut dire que c'est en ce moment-là que les instructions seront exécutées, c'est-à-dire les instructions qui se trouvent au niveau de cette partie-là, de ce bloc-là. Après, nous avons ce qu'on appelle les structures conditionnelles simples. Donc, l'instruction la plus utilisée est le si. Donc, si, c'est-à-dire si condition, etc. Donc, si qui a besoin d'une expression est d'un bloc d'instruction. Cette expression sera évaluée en contexte scalaire et servira donc de condition. C'est-à-dire, donc, c'est une condition que nous avons ici, et cette condition-là, donc, c'est un booléen. Son type est booléen en fait. Donc, ce qui veut dire que la valeur de retour sera vraie ou false. Voilà. Donc, si la valeur de retour est vraie, c'est en ce moment-là que les instructions seront évaluées, seront exécutées. Maintenant, si la valeur de retour est false, c'est à ce moment-là qu'on va renvoyer vers une autre instruction, ou bien renvoyer vers une instruction liée à cette valeur de retour-là. N'est-ce pas? Donc, si elle est vérifiée, le bloc d'instruction sera exécuté. Sinon, on passera au bloc d'instruction suivante, qui sera lié donc à la valeur liée au sinon. La construction conditionnelle permet de construire une instruction complexe de la forme. On dit if expression booléenne, on a dit quoi? Instruction 1, instruction 2, etc. jusqu'à instruction n. Donc, dès l'instant qu'on a une expression booléenne qui est évaluée, l'expression booléenne retourne une valeur vraie. C'est en ce moment-là que ces instructions-là seront exécutées. Mais si l'expression booléenne retourne une valeur fausse, dans ce cas-là, on passera à la valeur liée au else. On verra ça, c'est-à-dire l'instruction contraire. Donc, l'expression booléenne en fait, est tout d'abord calculée. Puis, les instructions comprises entre les accolades ne sont exécutées que si le résultat de ce calcul-là donne une valeur qui est vraie. Donc, ce qui est entre les accolades, on l'exécute au cas où ce qui est dans la condition, dans l'expression booléenne retourne une valeur vraie. Puis, la suite. S'il y a donc une séquence d'instructions après, n'est-ce pas, elle sera exécutée, c'est-à-dire donc, sinon, par ce qui suit l'accolade fermante. La remarque. N'oubliez pas que toute instruction simple est toujours terminée par un point-virgule. Ainsi, ce bloc, on a quoi? If, on a entrecoché I égale à 5, point-virgule, K égale à 3, on ferme l'accolade. Donc, cette instruction-là sera incorrecte. Pourquoi? Parce que après le K égale à 3, il fallait, avant de fermer l'accolade, il fallait faire un point-virgule. C'est en ce moment-là, donc, on dit que cette instruction-là est incorrecte car il manque de point-virgule à la fin, avant donc de fermer l'accolade. D'autre part, un bloc joue le même rôle syntaxique qu'une instruction simple, point-virgule compris. Évitez donc d'ajouter des points-virgules intempestivement là où vous voulez, comme vous voulez. Donc, chaque point-virgule aussi a un sens. Donc, il faut voir comment l'ajouter et quand l'ajouter. Après, nous avons la construction alternative. Une construction alternative de cette instruction-là, de la structure que nous venons de voir. Donc, tout à l'heure, on a parlé que l'instruction la plus utilisée est le si. Par rapport à la construction alternative maintenant, c'est là où on va appeler le sinon, qui fait appel donc au else. Donc, il est possible d'exécuter d'autres instructions dans le cas où la condition est false. Donc, si le cas où la condition qui est liée au si est false,
En ce moment-là, donc, il faut penser à exécuter les instructions alternatives, n'est-ce pas? On utilise pour cela l'opérateur else, qui veut dire sinon en français, qui lui aussi est suivi donc d'un bloc d'instructions. Vous pouvez avoir dans votre si, vous pouvez avoir encore faire appel à un autre si, bon, else, sinon, si encore fait une condition, ou bien après le else, automatiquement on fait passer les instructions à exécuter, n'est-ce pas? Donc, la construction alternative permet de construire une instruction complexe de la forme si expression booléen. On a les instructions, donc ces deux instructions-là sont exécutées au cas où cette expression-là est vraie, c'est-à-dire donc la valeur de retour après évaluation de cette expression-là donne une valeur vraie. C'est en ce moment-là que les deux expressions-là sont évaluées, sont exécutées. Sinon maintenant, c'est-à-dire si cette expression-là retourne une valeur false, c'est en ce moment-là on passe directement aux instructions qui sont à ce niveau, qui sont donc dans le bloc else, n'est-ce pas? Donc on exécute le bloc else uniquement au cas où on a une valeur de retour qui est à false au niveau de cette expression-là, c'est-à-dire donc au niveau de l'évaluation de cette expression, n'est-ce pas? L'expression booléenne est tout d'abord calculée, c'est toujours l'algo. Donc si le résultat du calcul donne vrai, les instructions 12, 11 et 12 sont exécutées. Si le résultat donne faux, c'est-à-dire donc on a les instructions 21 et 22 qui sont exécutées. Puis on continue la suite de notre algo, de notre programme, qui peut être après l'accolade là. Il peut y avoir plusieurs autres instructions à ce niveau-là. Et une fois qu'on sort de là, on continue la suite, au cas où il y en a. Après, on a un troisième point qui parle d'imbrication de if. Imbriquer les if, ça veut dire mettre les if à l'intérieur d'autres, comme on peut dire. Hein? Voilà. Donc, pour résoudre un problème complexe, un algorithme peut devenir complexe. Donc, chacune des instructions, le composant, n'est-ce pas, y compris celle figurant dans une construction conditionnelle ou alternative, peut être remplacée par une construction conditionnelle ou alternative encore. C'est-à-dire donc, remplacer alternative encore, etc. N'est-ce pas? On peut obtenir alors un algorithme en forme de PROs, en fait, comme on dit, hein, où les constructions sont emboîtées les unes dans les autres. Ici, on dit donc if, c'est-à-dire si expression booléenne, hein, on met nos instructions, voilà, on met else, on ramène encore un if. If expression booléen 2, on ramène encore nos instructions, on met else. On peut encore revenir if encore, etc. Donc à chaque fois qu'on a un else, on met if encore, if encore, etc. Vous voyez? Donc là, on est en train donc de mettre des else, des if, etc. Donc c'est ça qu'on appelle donc les instructions qui sont imbriquées. Après le if, l'expression on évalue, on a un else, on met encore un if, on a une autre expression, voilà, qu'on évalue, qu'on met à là, on met encore else. Mais il faut savoir que le else que vous avez à ce niveau-là est lié à ce if-là. Donc le premier else rencontré fait toujours l'expression alternative du if en remontant, du premier if que vous rencontrez en remontant votre souris. Le else que vous avez à ce niveau-là va faire donc l'expression alternative de ce if-là en remontant, donc ça fait appel donc à ce if-là. Tu vois, ce else-là ne peut pas faire une contradiction de ce if-là. Non, alors qu'il y a déjà un else qui est là avec un autre if. Donc, un else, c'est une expression alternative du if, le premier if que vous rencontrez en remontant votre fichier comme votre code en même temps, comme je peux dire. Après, on a le quatrième point qui parle du choix selon les valeurs énumérées. Donc, chaque construction diffère des précédentes, car elle ne fait pas usage d'expression booléenne. On l'utilise quand, en fonction d'une seule donnée, n'est-ce pas, on souhaite effectuer un et un seul donc, traitement parmi une série de traitements possibles. N'est-ce pas? Donc, on souhaite donc utiliser ce choix-là si on a un choix parmi plusieurs, n'est-ce pas? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le mot-clé qu'on appelle switch valeur, c'est-à-dire switch variable, n'est-ce pas, fait. Donc, si la variable est dans ça, on fait telle action. Donc, switch variable,
Si la variable, après on a le mot-clé case encore, si la variable est égale à telle valeur, case valeur, voilà, ça c'est une seule ligne, excusez-moi, c'est le fait de décalage de la conversion. Donc, case valeur, on fait donc l'instruction qui est liée à cette valeur-là. Une instruction qui sera liée à cette valeur-là. Et on fait un break. Break donc avec point virgule, n'oubliez pas le point virgule aussi, on met un break. Le break maintenant va faire quoi? Va permettre donc d'arrêter l'exécution donc de cette boucle, bon pas une boucle mais l'exécution de ce bloc-là. Sinon maintenant, case, il n'y a pas de sinon, il n'y a pas de sinon, excusez-moi, mais si la valeur de cette variable-là est dans celui-là, c'est-à-dire c'est une valeur 2, on va faire l'exécution de cette instruction qui est liée à la valeur 2. Et on fait encore un break pour sortir. Default maintenant, s'il n'est pas dans ces deux cas-là, on va faire l'exécution de cette instruction-là qui est là et on va sortir. Donc pour l'expression, ici on a dit, l'expression est tout d'abord évaluée. Elle doit avoir un résultat de type énumération, c'est-à-dire dont on peut énumérer les valeurs. En pratique, donc, ce type entier ou caractère. Donc, si le résultat du calcul donne une valeur prévue, c'est-à-dire donc prévue dans ces cas-là, alors les instructions correspondantes sont exécutées. Si par exemple, je dois calculer, je dois donnez-moi une valeur comprise entre 1 et 10. Si la personne donne 1, je fais une exécution correspondant à 1. Si la valeur donne 2, je fais une exécution correspondant à 2. Si la valeur donne 9, je fais une exécution correspondant à 9, etc., etc. C'est ça qu'on veut dire. Donc, c'est un choix parmi plusieurs. Donc, si le choix là est parmi ce qui est prévu, on met l'exécution correspondante à ce qui est prévu. Si le résultat du calcul donne une valeur qui n'est pas prévue maintenant, dans ce case-là que nous avons, les instructions associées au cas contraire sont exécutées. C'est le cas donc, ce qui est souvent facultatif. C'est-à-dire donc, au cas contraire, où nous avons le default. Et on va exécuter donc ces instructions-là qui sont là-bas. Donc, cette construction est pratique pour la partie d'algorithme suivante, n'est-ce pas? Dans laquelle on suppose que la variable jour contient un entier compris entre 1 et 7, représentant le jour de la semaine, du lundi au dimanche. L'algorithme affiche en toutes lettres le nom du jour correspondant. Donc c'est ça notre algorithme. Donc ici on cherche à faire les instructions qui vont permettre donc de donner donc une variable, voilà, jour qui a un entier de 1 à 7, et va faire quoi? Va nous afficher la lettre, c'est-à-dire donc la lettre correspondant à ce jour-là. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On utilise la switch, toujours parce qu'on a plusieurs choix, de 1 jusqu'à 7. Switch jour, variable jour, est égal à 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Afficher lundi, on fait un break. Si c'est 2, afficher mardi. Si c'est 3, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et à chaque fois, on fait un break, printf, etc. Default, on va faire quoi? Erreur, break, parce qu'on est dans les 7 jours de la semaine. Si on n'est pas du tout dans ça, vraiment, si la personne n'est pas dans 1 à 7, la personne nous tape par exemple 8, 9 ou etc., on lui dira non, c'est erreur. On n'est pas dans ce cas-là. Parce que nous, c'est pas ces cas-là qu'on gère, c'est les cas qu'on gère, c'est de 1 à 7. Voilà. Par contre, si dans cette liste de 1 à 7, si c'est un choix, hein, si vous aviez dit que les valeurs comprises entre 8 et 16 par exemple, ou 8 et 15, c'est à vous de voir hein, les valeurs que vous donnez là-bas. Mais il faut que la personne soit dans l'intervalle, dans ce que vous avez spécifié à ce niveau-là. S'il n'est pas dans ça, c'est à ce moment-là que vous allez donner le résultat qu'il faut par rapport donc à son choix. Il est possible d'utiliser le mot-clé default comme étiquette donc à laquelle le programme se branchera dans le cas où aucune valeur satisfaisante n'a été rencontrée auparavant. Il est aussi possible d'écrire un algorithme équivalent en utilisant des constructions alternatives, mais ceci est quelque peu fastidieux. C'est normal parce que si vous voulez à la place de ce switch là
utiliser des instructions if else, vous allez vraiment imbriquer des if else jusqu'à l'infini, comme je peux le dire. Parce que si vous voulez dire if jour égale à 1 print lundi, else if jour égale à 2 print mardi, else, etc. Vous voyez donc comment vous allez imbriquer vos if else jusqu'au dimanche. Et le else final va faire quoi? Va faire un print erreur, c'est-à-dire donc au else de l'autre. Vous voyez donc comment vous allez imbriquer votre if else. Et ça, c'est pas optimal, c'est pas même joli, bon. C'est pas recommandé. Alors qu'il y a une autre alternative de faire qui est tout simplement d'utiliser le choix multiple, le switch, n'est-ce pas? Et ça va vous permettre donc tout simplement de pouvoir gérer votre truc de façon linéaire et très simple. Donc il est d'ailleurs toujours possible de remplacer une construction switch par une série de constructions if imbriquées. Il est possible de le faire, mais c'est pas du tout conseillé, c'est pas joli. Ah, mais... Donc, on conviendra cependant facilement à la vue, n'est-ce pas, à la vue de cet exemple, que la construction switch permet un raccourci évident d'écriture, n'est-ce pas? Quand cette instruction peut être utilisée, elle évite d'utiliser une trop grande suite de si. C'est-à-dire donc pour éviter de faire trop de si, une suite continue, je sais pas moi, de si, else, if, etc. On utilise tout simplement un switch, n'est-ce pas? Et on gère tout dans ces cas-là. Donc remarque, un else se rapporte toujours au dernier if rencontré auquel un else n'a pas été attribué. C'est ce que je vous dis tout à l'heure au début. Donc si vous avez un else, c'est-à-dire donc ça fait l'instruction alternative du premier if que vous rencontrez en remontant votre code source, votre fichier, etc. N'est-ce pas? Donc la structure répétitive maintenant, c'est là où on va parler un peu des boucles. Les boucles maintenant, c'est l'étape aussi la plus importante, n'est-ce pas, dans la programmation en C. Les boucles. On les appelle souvent des structures répétitives. Les boucles sont souvent appelées des structures répétitives. Et dans cette séquence-là, donc dans cette partie, on verra les différentes boucles les plus utilisées. N'est-ce pas? Donc l'objectif est de prévoir un programme, n'est-ce pas? Bon, et de prévoir par programme la répétition de certains traitements, sans avoir à les répéter, c'est-à-dire recopier, etc. Dans l'écriture du programme, recopier, n'est-ce pas, ne serait d'ailleurs pas possible si l'on souhaite répéter un calcul autant de fois que nécessaire, n'est-ce pas, pour que le résultat satisfasse une propriété donnée. Donc là, ça devient compliqué au cas où notre résultat doit satisfaire une propriété donnée et que ça doit revenir autant de fois, on ne pourra pas faire des copier-coller. Ça serait compliqué. Par rapport à ça, donc, la meilleure solution, c'est d'utiliser une boucle. Et parmi ces boucles-là, nous avons la boucle while, par exemple, qu'on appelle tant que. Donc, cette boucle-là, quelle est sa syntaxe? On a le mot-clé while, entre parenthèses, expression. Après, on a notre bloc d'instruction. La boucle while aussi, l'expression que nous avons à ce niveau-là, c'est toujours une expression booléenne. N'est-ce pas? Donc, sa valeur de retour, après évaluation, est toujours vraie ou false. N'est-ce pas? Ou 0, 1, en termes numériques, voilà. Donc, l'expression booléenne est tout d'abord calculée. Si le calcul de l'expression booléenne donne vrai, les instructions comprises dans le bloc d'instructions seront exécutées, c'est-à-dire les instructions que vous aurez à ce niveau-là, elles seront exécutées. Deuxième point de l'algorithme, puis l'exécution recommence au point 1, c'est-à-dire donc au point 1, n'est-ce pas? Parce qu'il faut encore revenir, remonter, revérifier l'expression, etc. Donc la suite, s'il y a une après le boucle, le bloc autant pour moi, s'il y a une après le bloc d'instruction, après la collade que vous aurez à ce niveau-là, n'est-ce pas? C'est cette instruction-là qui serait exécutée, la suite en fait. Dès que donc le calcul de l'expression booléenne effectué, donc au point 1 donne la valeur false. C'est-à-dire, dès l'instant que vous revenez dans votre tour de boucle et on évalue cette expression-là et qu'on obtient une valeur de retour qui est égale à false, dans ce cas-là, on sort de la boucle while
et on va continuer la suite de notre programme, les instructions qui vont suivre l'accolade fermante ici. Voilà, remarque. L'expression booléenne d'une construction while doit pouvoir être calculée dès le début de la construction. Donc, dès le début, on doit pouvoir calculer l'expression booléenne. Les variables qui apparaissent dans l'expression doivent donc toutes avoir une valeur avant. Donc, si je fais un while expression, parce que l'expression que je suis en train d'évaluer doit avoir une valeur avant, une valeur initiale, c'est ce qu'on appelle, donc on doit initialiser notre variable qui doit vérifier la condition. Les instructions contenues en fait dans la construction while, n'est-ce pas, peuvent ne jamais être exécutées si dès la première fois l'expression booléenne donne la valeur false. Donc, dès l'entame de votre entrée ici, l'expression booléenne la donne false, toutes les expressions qui sont là peuvent ne pas être exécutées. Donc, les instructions contenues dans la construction while doivent contribuer à modifier le calcul de l'expression booléenne. C'est-à-dire, donc, on doit remonter, on verra un exemple. Pour que ce calcul finisse par donner la valeur false, la valeur faux en fait, bon, l'expression booléenne d'une construction while est aussi appelée condition de continuité, de continuation, etc. N'est-ce pas? Donc, il faut noter qu'avant toujours d'entrer à la boucle while, on doit avoir une expression qui doit avoir une valeur au préalable. Et c'est cette valeur-là qui doit être vérifiée. Si la valeur donne comme résultat vrai, on entre dans les instructions. Sinon, les instructions, le bloc d'instructions là ne sera jamais exécuté. Exemple, donc, on dit quoi? Notre code qui est là affiche le nombre de 0 à 9. Les nombres qui sont de 0 à 9. Et là, qu'est-ce que vous avez donc? On a int i, une variable i qui est égale à 0, qu'on a initialisé à la déclaration. On a initialisé i à 0. Et on dit quoi? While i est strictement inférieur à 10, tant que i est strictement inférieur à 10, on va afficher print pourcentage i anti/n grand I. Ici donc on verra le formatage d'affichage, les pourcentages. Et on a l'anti/n qui va faire un retour à la ligne pour l'affichage. Donc l'affichage ne sera pas tout sur une seule ligne, mais à chaque tour de boucle, il affiche, il part à la ligne suivante. Le curseur se positionne à la ligne suivante pour attendre le prochain affichage. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter notre compteur i++. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les instructions qui sont dans ce bloc-là doivent contribuer à modifier la valeur de cette expression-là. Donc ici, vous voyez donc la nouvelle valeur de i. On a dit i++, donc on est en train d'incrémenter. Donc, on va ajouter à la valeur de i la valeur 1. C'est-à-dire donc l'ancienne valeur que i avait, c'est-à-dire le 0. C'est-à-dire donc ici, l'ancienne valeur que i avait, n'est-ce pas? C'est-à-dire donc le 0 que i avait, on va ajouter la valeur 1 au niveau de ce 0-là. C'est-à-dire le i++ va faire quoi? I reçoit i plus 1. Donc il va être 0 plus 1. La nouvelle valeur de i sera 1. On revient en tour de boucle. N'est-ce pas? On revient en tour de boucle. I va avoir comme valeur 1. On vérifie. 1 strictement inférieur à 10. Oui, c'est vrai. On entre, on affiche i et on incrémente encore la nouvelle valeur de i qui sera 1 plus 1. Il va avoir la nouvelle valeur 2. Et on revient en tour de boucle encore avec 2 comme i. 2 inférieur à 10. OK. On entre, on affiche 2. On incrémente i qui va égal 2 plus 1. I aura la valeur 3. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que, ici, i, après avoir fait i++, on a 9 par exemple, plus 1, ça nous fait 10. On revient en tour de boucle, on aura 10, strictement inférieur à 10, c'est faux. 10 n'est pas strictement inférieur à 10, c'est faux. Et du coup, donc, on ne va pas entrer dans cette boucle-là, on va sortir et les instructions qui sont là seront exécutées. Deuxième exemple, voilà. Deuxième exemple,
même chose. On a i égale à 1. Comment ça s'appelle? On déclare la variable i. Int i, point virgule. Mais il faut initialiser i avant que la boucle n'entre. Parce qu'on avait dit que les variables qui sont dans l'expression là doivent avoir une valeur au départ pour pouvoir vérifier. Donc on fait i inférieur à 10. Au départ, n'oubliez pas que i entre avec 0. 0 inférieur à 10, oui. On affiche i et on fait quoi? I++. Sur la même ligne avec la fonction print. On fait quoi? Ici donc, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher i++ directement. N'est-ce pas? Or, i++, qu'est-ce qu'on va afficher donc? On va afficher 1 à 10. N'est-ce pas? Comment ça s'appelle? On va afficher de 9 parce que i++, voilà. On va revenir avec l'incrémentation. I++ et plus i, c'est pas la même chose. Donc, i++, on prend la valeur initiale de i d'abord, on ajoute 1. Alors que plus i, c'est la valeur initiale de i. On ajoute 1 avant d'afficher. On ajoute 1 avant d'afficher. La valeur que i avait, on ajoute 1 avant d'afficher. C'est ce que fait ces deux bouts de code là ici. Et celui-là. Celui-là donc, i++, c'est-à-dire on avait la valeur i de 0 qui est là. C'est ça qu'on va afficher en premier. Après on l'incrémente. On retourne la tour de boucle. On affiche 1, on incrémente. On retourne, etc. Alors que si c'est ici, la valeur initiale de i c'est 0. On vérifie, la condition est vraie. On vérifie. En affichant maintenant, comme on a dit plus i, on va d'abord ajouter 1 à la valeur initiale de i avant de l'afficher. C'est-à-dire donc on va d'abord faire 0 plus 1 avant d'afficher la valeur de i qui serait égale à 1. Et du coup donc ce code-là va afficher de 1 à 10. Donc l'incrémentation, post-incrémentation, pré-incrémentation, décrémentation, pré-décrémentation, post-décrémentation, ça a donc un sens par rapport à ça. C'est ce qu'on a à ce niveau-là par rapport aux décrémentations. Les moins, n'est-ce pas? Les moins. Donc, moins est là. I moins, c'est-à-dire donc, I reçoit I-1, la valeur initiale de I-1. Et d'habitude, pour les décrémentations, la variable utilisée doit commencer par sa valeur maximale pour maintenant décrémenter, descendre. N'est-ce pas? Jusqu'à atteindre la valeur donnée. Donc, après la boucle while, comme on a bien compris, on a bien vu la boucle while, qu'est-ce que ça fait? La boucle while, donc, on a l'expression qu'il faut que l'expression ait une valeur d'entrée et que cette expression-là doit retourner vrai ou false avant qu'on aille exécuter les instructions qui sont dans le bloc. Donc, si l'expression donne vrai, on exécute les instructions qui sont dans le bloc. Si l'expression donne false, automatiquement, on sort de la boucle, on part à la suite donc du code. Une fois, avant d'effectuer le test, au moins une fois. Donc là, la différence première qu'il faut noter, c'est quoi? Il faut au moins qu'il y ait une fois exécution. Donc, dans le cas où on a besoin d'exécuter au moins une fois le bloc d'instruction, on utilise la boucle do while. N'est-ce pas? On utilise la boucle do while dans le cas où on a besoin d'exécuter au moins une fois le bloc d'instruction. Faire d'abord tant que do while, tant que expression. Donc ici on a dit quoi? Les instructions comprises entre do while sont exécutées. Là sont exécutées en première. On exécute d'abord, après on vérifie la condition, qu'est-ce que ça va donner. Donc là il y a au moins une exécution. À la première entrée, il faut que l'instruction soit exécutée au moins. Donc l'expression booléenne est alors calculée. Si le calcul de l'expression booléenne donne false, n'est-ce pas? L'expression booléenne que nous avons ici, si son calcul donne false, vous voyez bien, si le calcul donne faux, l'exécution recommence au point 1. Vous voyez, si le calcul donne faux à ce niveau-là, là-bas on avait dit si le calcul donne vrai, on entre. Mais s'il s'agit de do while, si le calcul de ça donne faux, on recommence au point 1. Si le calcul de l'expression booléenne est vrai, l'exécution continue avec la suite de votre code. C'est-à-dire donc après le while. Vous avez vu donc la première différence avec while et do while. Donc s'il s'agit de while, on vérifie d'abord l'expression. Si l'expression est vraie, on exécute le bloc d'instruction.
Si l'expression est fausse, on n'exécute rien, on sort à la suite du code. Ça, c'est avec la boucle while. Maintenant, s'il s'agit de la boucle do while, il faut au moins qu'il y ait une première exécution du bloc d'instruction. Après, on vérifie l'expression. C'est dans ce cas-là maintenant, si l'expression donne comme résultat faux, on revient à l'instruction encore, à la position 1 et on exécute encore le bloc d'instruction. Mais si l'expression de ce while donne vrai, là on sort de la boucle, on ne va plus revenir pour exécuter le bloc, mais on continue la suite du code après le while. Donc on a bien remarqué la différence qui est là. Donc c'est ça que je dis à ce niveau-là. Donc l'expression booléenne d'une construction do while n'a besoin d'être calculée pour la première fois. Donc on n'a pas besoin de calcul pour la première fois. Donc il faut au moins une exécution première. Qu'après une première exécution, donc c'est en ce moment-là qu'on va commencer à évaluer l'expression, n'est-ce pas, pour voir si on va revenir pour exécuter ou pas, ou on va sortir. Mais là, il faut savoir qu'on a exécuté au moins la première fois. Donc les instructions contenues dans la construction do while sont toujours exécutées au moins une fois. Les instructions contenues dans la construction do while donc doivent contribuer à modifier le calcul. Oui, comme avec le while. Si dans do while, si le résultat de l'expression est faux, en fait c'est en ce moment-là qu'on revient pour modifier les blocs et refaire le calcul, etc. Sinon, si c'est vrai, on sort le do while. Donc, le calcul de l'expression booléenne, pour que ce calcul finisse par donner la valeur vraie, l'expression. Parce que c'est la valeur vraie qui met fin à do while. N'est-ce pas? Exemple, on a dit quoi? Float, n, do, print. Introduisez un nombre de 1 à entre 1 et 10. Scanf, pourcentage f, l'adresse n. N'est-ce pas? Le pourcentage est autre, la lecture, on l'avait vu, l'écriture, la lecture, on l'avait vu dans la séquence, donc dans les deux précédentes. Après, on dit quoi? While n inférieur à 1 ou n supérieur à 10. Donc, en première, on exécute. Tant que n inférieur à 10 ou n supérieur à 10. Donc, quelle est la condition? Parce que c'est un ou, on a ici. Un ou, ça veut dire quoi? Dès l'instant qu'on a une expression qui est satisfaite, on sort. Maintenant, si celui-là donne faux, on va aller vérifier l'autre. N'est-ce pas? On va aller vérifier l'autre. Parce que c'est le faux qui doit retourner, qu'on revient encore pour exécuter. Mais si tous les deux donnent faux, donc il faut qu'on revienne pour exécuter. Mais dès l'instant qu'un donne vrai, hop, on ne va plus exécuter. Parce qu'il faut qu'on sorte de la boucle avec un do while. Exemple 2, on a dit int n, une variable div. Au départ, on a dit quoi? Printf, entrer un nombre à diviser. Scanf, pourcentage de n, le nombre n qu'on doit chercher à diviser. Do, faire. Donc, on exécute en première sans réfléchir. Printf, entrer le diviseur 0. Scanf, pourcentage de adresse div. Donc, la récupération, on récupère avec l'adresse, le scanf. While not div, c'est-à-dire donc la négation. Not div. While not div, la négation. N'est-ce pas? Donc, non div, ça veut dire quoi? Donc, si non div retourne vrai, on sort. Sinon, on revient encore en tour de boucle. N'est-ce pas? On revient encore en tour de boucle et en ce moment-là, on affiche pour dire quoi donc? Float n slash, c'est-à-dire div, on donne la variable div qui est là. Parce que là, on ne doit pas diviser par 0. C'est pas par exemple. Et le float n là, c'est un opérateur qui va permettre, une opération en fait qui est faite, qui va permettre de convertir la variable n que vous avez donnée. N'oubliez pas que n était un entier. N'est-ce pas? N était un entier. C'est-à-dire donc l'opération division n div là serait convertie en float. N'est-ce pas? Serait convertie donc en un float. Et c'est là où vous avez la récupération pourcentage i ou d en pourcentage f pour récupérer donc le résultat de cette opération là. Et là on a listé les variables n qui est là en premier serait rangé dans le premier pourcentage i.
le div, la variable div serait rangée dans le second pourcentage i. Et le résultat est rangé dans le pourcentage f. C'est ça qui fait donc l'opérateur, le float, la variable float que vous avez vu, le type en fait, que vous avez vu ici qui est casté. L'opération de casting. Donc do while est comparable à la structure répétée du langage algorithmique. Répéter, ça veut dire repeat until. En Pascal, pour ceux qui ont fait Pascal. Repeat until. Donc si la condition finale est inversée, logiquement, n'est-ce pas? C'est-à-dire donc do while est comparable à la structure répétée jusqu'à si la condition est inversée, logiquement. Après la boucle while, la boucle do while, on arrive à une troisième boucle très importante qu'on appelle la boucle for. À la différence des deux constructions précédentes, la construction for est destinée au cas particulier où l'on connaît par avance le nombre de fois où l'on veut répéter certains traitements. C'est-à-dire donc, avec for, si on connaît le nombre de fois qu'on va faire le traitement, on utilise for. Avec do while, on a dit si on veut au moins qu'une instruction soit exécutée, on utilise do while. Avec le while maintenant, si on n'est pas sûr de les instructions que ça soit exécutées ou pas, on utilise while. On vérifie d'abord si c'est satisfait, oui, on exécute. Parce qu'on ne sait pas combien de fois on doit faire, mais on ne sait pas aussi si on doit exécuter en premier au moins. Il faut au moins une première exécution. La différence donc c'est ça, de ces trois boucles-là. Maintenant avec for, on connaît le nombre de fois qu'on doit faire. On utilise for. Je connais ma valeur finale, c'est n par exemple. Voilà, le nombre de fois à faire, je connais, j'utilise for. Voilà. Donc, la construction for permet de répéter n fois un traitement. Elle permet de plus de faire évaluer une variable, ce qu'on appelle ici un compteur, en lui affectant pour chacune des exécutions une nouvelle valeur incrémentée ou décrémentée. C'est qu'on a vu tout à l'heure, incrémentation plus plus ou moins moins, ça dépend. Incrémenté, on ajoute 1, en décrémentant, on va toujours enlever 1. Et la syntaxe de la boucle for, c'est quoi? On a dit for expression 1, expression 2, expression 3. Bloc d'instruction. Maintenant, expression 1, expression 2, expression 3, ça représente quoi? Et cette construction de la boucle for peut être reconstruite avec la boucle while en disant quoi? Expression 1 au départ. Et je dis quoi? While expression 2, on met les blocs d'instruction et on donne expression 3. Donc ça veut dire quoi ici? Donc que expression 1 est la variable initiale, l'initialisation. La condition à respecter, l'incrémentation ou décrémentation de la variable initiale que nous avions ici. Donc ici en while, la variable qu'on initialise. Notre expression booléenne. Le bloc d'instruction après l'expression qu'il faudra incrémenter ou décrémenter. Donc expression 1 est évaluée une fois avant le passage de la boucle. Elle est utilisée pour initialiser les données de la boucle. C'est l'initialisation. Expression 2 est évaluée avant chaque passage de la boucle. Elle est utilisée pour désigner si la boucle est répétée ou non. C'est-à-dire si on doit répéter notre boucle ou non, parce que c'est la condition qui doit être satisfaite. Après expression 3 maintenant c'est quoi? Est évaluée à la fin de chaque passage de la boucle. Elle est utilisée pour réinitialiser les données de la boucle. Parce que c'est là où on va incrémenter ou décrémenter. Donc si on incrémente en entrant à nouveau dans la boucle, on aura une nouvelle valeur de l'expression conditionnelle avec le test, avec laquelle on va tester. Le plus souvent, la boucle for est utilisée comme boucle de comptage. Quand on va faire un comptage, le plus souvent donc on utilise la boucle for. For init, condition à répétition, compteur. Et on dit quoi? Nos blocs d'instruction. Exemple, on déclare une variable entière, int i. Rien ne vous empêche, rien ne vous interdit de dire, au lieu d'initialiser ça ici,
déduire directement for int i égale à 0, point virgule, i inférieur à 20, i plus plus, c'est-à-dire donc de le mettre directement à l'intérieur de la boucle for. Le int i là, de le mettre directement au début de cette initialisation là, int i égale à 0, point virgule, i inférieur à 20, point virgule, i plus plus. Et il faut noter aussi que la dernière expression ici n'a pas de point virgule. On ferme directement la parenthèse et s'il faut ouvrir l'accolade, on l'ouvre. S'il y a plusieurs instructions à faire. Après, on dit quoi? Print le carré de pourcentage D et pourcentage D, I fois I. Et il faut noter, on ouvre l'accolade ici si on a plusieurs instructions. Si vous avez une seule instruction, vous pouvez ne pas ouvrir l'accolade. Mais si vous avez deux instructions seulement, on vous recommande d'ouvrir l'accolade après la parenthèse ici. Après la première, cette parenthèse-là, il faut ouvrir l'accolade et la fermer à la fin. Donc ici, donc c'est une boucle qui va faire le carré de la variable i qui aille de 0 jusqu'à 20, inférieur ou égal ici, on a dit. Donc, en pratique, les parties expression 1 et expression 2 contiennent souvent plusieurs initialisations ou réinitialisations séparées par des virgules. Exemple 2. Int i, int n, après on dit taux. For taux égale à 0, n égale à 1. Vous avez bien vu donc ici on a plusieurs variables d'initialisation, mais elles sont toutes séparées par une virgule avant de mettre point virgule. Donc dès l'instant que vous mettez point virgule, comprenez que tout ce qui est ici, ça doit être une expression. La première expression, l'expression 1. Après on dit quoi? N inférieur strict à 101, point virgule, n plus plus. On dit taux plus égal à 0. Donc là, ici, on est en train de faire la somme, par exemple, des nombres de 1 à 100. N'est-ce pas? Taux plus égal. Donc plus égal, ça veut dire quoi? Elle va prendre la valeur initiale de taux, plus n. Taux plus égal équivaut à dire quoi? Taux égale taux plus n. Et là, donc, on fait l'affichage, cette fois-ci aussi, avec cette même syntaxe. Donc, quatrième point maintenant, choix de la structure répétitive. N'est-ce pas? Le choix de la structure répétitive. Nous avons vu trois façons donc différentes de programmer les boucles. While, do while, for. While, do while, for. Utilisez la structure qui reflète le mieux l'idée du programme que vous voulez réaliser en respectant, n'est-ce pas, toutefois les directives suivantes. N'est-ce pas? Donc, si je répète, le choix de la structure répétitive, nous avons vu trois façons différentes de programmer les boucles, while, do, while, for. Utilisez la structure qui reflète le mieux l'idée du programme que vous voulez réaliser. Ce que vous voulez réaliser, donc, quelle sera la structure la mieux adaptée pour sa réalisation. Donc, si le bloc d'instruction ne doit pas être exécuté, n'est-ce pas? Le bloc d'instruction ne doit pas être exécuté si la condition est false, alors utilisez while ou for. While ou for. Si le bloc d'instruction ne doit pas être exécuté si votre condition est false, en première entrée. Si le bloc d'instruction doit être exécuté au moins une fois, alors utilisez while. Si le nombre d'exécutions du bloc d'instruction dépend d'une ou de plusieurs variables, ils sont modifiés à la fin de chaque répétition, alors utilisez la boucle for. Ce sont donc les conditions, les recommandations, les conseils. Donc si le bloc d'instruction doit être exécuté aussi longtemps qu'une condition extérieure est vraie, n'est-ce pas? Alors utilisez le while. Donc le choix entre for et while n'est souvent qu'une question de préférence ou d'habitude. Parce que pratiquement, ils font un peu la même chose. Parce que l'un peut être remplacé par l'autre, que l'autre peut être réécrit avec l'autre. C'est pas l'équivalent. Donc for nous permet en fait de réunir avantageusement les instructions qui influencent le nombre de répétitions au début de la structure. Ça, c'est ce que fait for. Alors que while a l'avantage
de correspondre plus exactement aux structures d'autres langages de programmation. While qui veut être For a le désavantage de favoriser la programmation en fait, de structures surchargées et par la suite donc illisible, parce que si le programme, la structure est surchargée, ça devient illisible. Donc c'est ça, c'est le désavantage de for. Et le désavantage de while, n'est-ce pas, est de mener parfois, n'est-ce pas, à de longues structures dans lesquelles il faut chercher pour trouver les instructions qui influencent la condition de répétition. C'est ça son inconvénient. Donc chacune de ces deux boucles-là a des avantages comme des inconvénients. Maintenant, après on a les instructions de branchement conditionnel. L'instruction break qu'on avait vu tout à l'heure là-bas, n'est-ce pas? Nous avons vu donc le rôle de break au sein donc de notre instruction switch. Le langage C donc autorise également l'emploi de cette instruction dans une boucle. Dans ce cas, elle sert à interrompre le déroulement de la boucle en passant à l'instruction qui suit cette boucle. Donc automatiquement que vous avez break dans une boucle, si on tombe dans un break, on sort directement de la boucle et on part à la suite de votre code. N'est-ce pas? Bien que si son exécution est conditionnée par un choix, c'est-à-dire par un switch que vous avez tout à l'heure. Donc dans le cas contraire, en effet donc elle sera exécutée dès le premier tour de boucle, ce qui rendrait que la boucle inutile. N'est-ce pas? On a un exemple, main. On sait que le main c'est le programme principal qu'on a vu la dernière fois, le truc passé. Donc on met int i, for i égale à 1 inférieur ou égal à 10 i plus plus, print début tour i, printf bonjour. On dit quoi? If i égale à 3, break, printf fin tour. Donc ça veut dire quoi? Si on entre dans cette boucle là jusqu'à ce que i tombe, premier tour i égale à 1, on affiche i, ça c'est faux, d'accord, on fait rien, on affiche ça, on sort. On n'affiche pas fin de boucle extra, on revient i. Deuxième tour i égale à 2, on a. Troisième tour i égale à 3, on affiche 3, on affiche ça, on affiche bonjour, mais on vient ici, on vérifie égal à 3, on fait break, donc on sort de cette boucle for là. Or la boucle for, sa fin c'est où? Parce que la parenthèse est ouverte ici, elle est fermée à ce niveau là, et donc on va aller continuer cette instruction là. N'est-ce pas? On sort, on exécute cette instruction là. C'est ce que retourne ce schéma là. N'est-ce pas? Donc ici on a un bonjour, fin de boucle, tour 1. Tour 2, bonjour, fin de tour 2. Tour 3, bonjour. Là, on n'a pas fin de tour 3 parce qu'on sort directement. On n'a pas fin de tour 3 parce qu'avec le break, on sort carrément de la boucle. On part à l'instruction qui suit la boucle. Ça qui fait qu'ici, on n'aura pas fin de tour 3, mais on va sortir de la boucle parce qu'on est tombé sur un break. Donc, la remarque, en cas de boucle imbriquée, break fait sortir de la boucle la plus interne. La boucle la plus interne. Est-ce que vous voyez donc? Break fait sortir de la boucle la plus interne en cas d'imbrication de boucle. De même, si break apparaît dans un switch imbriqué, dans une boucle, elle ne fait sortir donc que du switch. Elle ne fait sortir carrément du switch si on est dans une boucle, dans un switch. Après, on a l'instruction continue. Donc, l'instruction continue, quant à elle, permet de passer prématurément au tour, de boucle suivant. En choisissant un premier exemple par for, on a notre main int i for. On a dit affiche tour numéro i extra. If i inférieur à 4 continue, bonjour, etc. Donc si i est inférieur à 4, vous voyez donc, on est là, i égale à 4, on continue. On dit bonjour, après on va entrer encore tour 5. Donc, avec l'instruction continue, c'est ça qui va permettre de faire passer prématurément donc à la suite, toujours de la boucle. On ne sort pas de la boucle, mais on passe à la suite. Donc, automatiquement, on va passer au tour 5. Donc, remarque, lorsqu'elle est utilisée dans une boucle for, cette instruction continue effectue bien un branchement
sur l'évaluation de l'expression de fin de parcours de boucle, nommée expression 2, dans sa présentation de la syntaxe et non après. Donc en cas de boucle imbriquée, l'instruction continue et ne concerne que la boucle la plus interne. Après, on a aussi une autre instruction qu'on appelle goto. Elle permet classiquement le branchement en un emplacement quelconque du programme. Donc voyez cet exemple-ci qui simule donc. Dans une boucle for, l'instruction break à l'aide de l'instruction goto. Donc ici on a la boucle for main, i égale à 1, for i égale à 1 inférieur à 10, i plus plus, print, bonjour tour in, bonjour. Après on dit if i égale à 3, goto sortie, print tour de fin de tour, après on fait branchement. Donc le résultat c'est quoi? Tour 1, bonjour, tour 2, 1, bon, fin tour 1, bonjour tour 2, après bonjour tour 2, début tour 2 autant pour moi, bonjour, fin tour 2. Maintenant à tour 3, on dit bonjour et là comme on a dit go to, sortie la fin, donc on va aller à sortie, c'est go to, comme au cas où vous voulez faire par exemple ceux qui ont fait de la téléphonie avec téléphone sur IP, genre avec des serveurs si on veut go to, c'est pour aller dans une autre instruction spécifiée. Donc ici la variable sortie que vous avez vue ici, c'est elle qu'on retrouve au niveau de là avec le go to. Et du coup donc on va aller directement à cette variable là et vers l'instruction qui correspond à cette variable là. Donc c'est ça que fait donc cette partie là. Et donc voilà donc, et sur ce je vous dis bonne journée à vous et à la prochaine.